Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique, où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel pour aborder une nouvelle thématique. Il sera question cette fois-ci d'un ouvrage intitulé Vers la guerre, qui nous a semblé suffisamment intéressant de traiter exclusivement pour son auteur, Graham Allison, auteur important dont on dira plus dans quelques minutes, ainsi que pour la thématique abordée, Vers la guerre. Alors, on va se concentrer sur les deux pays dont il sera question, les États-Unis et la Chine, et se demander si ce conflit entre les États-Unis et la Chine va-t-il être évitable ? Fabrice Ravel, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Comme je l'ai dit, on va se concentrer aujourd'hui sur un ouvrage donc de Graham Allison, vous allez nous en dire un peu plus dans quelques instants, et l'ouvrage est intitulé « Vers la guerre » et met en relation l'Amérique et la Chine pris dans le piège de Thucydide. C'est le sous-titre de l'ouvrage. Il peut paraître curieux, dans un premier temps, de se référer à Thucydide, auteur ô combien classique, mais qui nous renvoie à la Grèce antique. Pourquoi faire appel au premier historien d'histoire pour angler ce livre qui opposerait les États-Unis et la Chine ? Oui, alors, au préambule ou au préalable, c'est vrai qu'il faut quand même essayer de repréciser un certain nombre de choses pour qu'on comprenne l'intérêt de l'ouvrage. C'est vrai que vous avez raison de souligner que c'est la première fois qu'on cible spécifiquement un rendez-vous de la géopolitique sur un seul ouvrage. Et ensuite, de comprendre la portée qu'il a eu dans le monde, parce qu'il faut quand même savoir que l'ouvrage a été sorti il y a 2 ans aux États-Unis. Il est sorti plus récemment en France, mais il a eu un écho partout dans le monde et il est particulièrement étudié. Alors d'abord, il faut effectivement rappeler qui est Graham Allison, parce que c'est quand même pas n'importe qui dans le monde de la géopolitique. Il est enseignant à Harvard. Il a cofondé la Kennedy School, qui est à Harvard, le lieu où on étudie plus spécifiquement les relations internationales, excusez du peu. Et en plus, il a été conseiller de secrétaire d'État aux États-Unis, les ministres des Affaires étrangères, sous Ronald Reagan, sous Clinton et sous Barack Obama. Et si vous me permettez de préciser, Olivier, c'est très intéressant parce que c'est à la fois sous les présidences républicaines et démocrates, ce qui a tendance à montrer qu'on lui fait confiance, quelle que soit la sensibilité politique aux États-Unis. Donc c'est vraiment quelqu'un qui compte. C'est quelqu'un qui a une réputation de grande analyse, notamment sur toutes les questions militaires ou sur toutes les questions de choix stratégiques en relations internationales. Et c'est quelqu'un qui a été très proche des lieux du pouvoir. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même un écrit majeur. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui effectivement est intéressant à travers cet ouvrage, c'est que comme vous le soulignez, il se propose de passer à travers Thucydide. Alors Thucydide, c'est certainement la référence, en tout cas en Occident. Il est considéré comme non seulement le père de l'histoire, mais le père de l'histoire des relations internationales. Et même, il est le précurseur d'une grille de lecture qui serait realpolitik. On va y revenir dans les relations internationales. Et l'œuvre majeure, bien sûr, est l'étude de la guerre du Péloponnèse, qui a eu lieu à la fin du 5e siècle, entre 431 et 404, et qui a opposé Sparte et Athènes. Et en fait, ce que se propose de faire Allison, c'est à travers Thucydide et la guerre entre Sparte et Athènes, d'essayer de comprendre ou d'anticiper ce que serait la rivalité entre les États-Unis et la Chine, et surtout comment est-ce qu'on pourrait anticiper les scénarios à venir ou la prospective. Et c'est là où effectivement le terme de piège de Thucydide est important. On va peut-être être amené à l'expliquer, parce que c'est à travers ce concept-là que finalement Allison cherche à sentir quelles pourraient être les menaces telles qu'elles existent aujourd'hui. Alors, on comprend bien le conflit qui a opposé Sparte, la guerrière, à Athènes, la démocratique. Thucydide, qui se présente comme qui a été présenté comme le premier historien de l'histoire, finalement, qui analyse factuellement l'histoire. Mais quel est le piège de Thucydide ? Quel est le piège dans lequel basculeraient les États-Unis et la Chine ? Alors ça, pour nos auditeurs, j'ai envie de dire, je trouve que c'est vraiment l'intérêt majeur de l'ouvrage. C'est très ingénieux. D'être parti, alors c'est un grand classique aussi, on va dire, en termes de méthode. Allison le dit lui-même, c'est ce qu'il appelle de l'histoire appliquée. C'est un genre qui est très très à la mode à Harvard et aux États-Unis. C'est assez intéressant de voir qu'un pays qui globalement est né en 1776, si vous m'y autorisez, qui a finalement 243 ans d'histoire, s'ingénie beaucoup plus à chercher à anticiper l'avenir à travers les leçons du passé que parfois certaines civilisations, comme en Europe, où on a tendance à un peu oublier l'histoire. Donc en fait, l'idée du piège de Thucydide est la suivante. Thucydide a souvent expliqué que, d'abord, c'est un historien, vous avez raison de souligner, qui a cherché non pas à expliquer les guerres à travers les superstitions, comme c'était courant dans l'Antiquité,
ni à travers, et ça c'est ce qu'il y a de plus important, les conséquences qui apparaissent immédiates, mais plutôt à travers les conséquences véritables. Et c'est assez bluffant, interpellant de voir qu'un auteur, il y a si longtemps, était déjà en capacité de comprendre qu'il ne fallait pas s'arrêter aux causes immédiates. Et là, il y a des parallèles. Vous voulez dire, pardon, cause immédiate et non conséquence immédiate. Exactement, vous avez raison de me reprendre, pardon. Donc en fait, l'idée est la suivante, un peu comme en 14-18, on sait bien qu'on considère souvent que l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand le 28 juin 1914, ce serait l'une des causes qui aurait entraîné la Première Guerre mondiale. Mais en réalité, ce que va être amené nous expliquer Graham Allison d'ailleurs, c'est que c'est un événement qui a amené la Première Guerre mondiale, non pas à cause de l'événement lui-même, mais en réalité du contexte historique dans lequel il se déroule. En fait, Thucydide explique que ce qui a amené la guerre entre Sparte et Athènes, c'est moins des réalités objectives que le fait qu'il y ait une puissance établie, qui devienne pratiquement paranoïaque parce qu'elle a peur de voir d'autres puissances commencer à les rivaliser, et que face à cela, il y a une autre puissance comme Athènes qui est en train de monter et qui devient de plus en plus dans la prétention ou dans la démarche de surenchérir en termes de puissance. Et donc en fait, pour Thucydide, ce qui a amené la guerre entre Sparte et Athènes, c'est moins des réalités objectives que la peur progressive que Sparte a conçue sur la montée en puissance d'Athènes. C'est d'ailleurs une phrase que répète souvent Graham Allison dans son ouvrage. Donc en fait, le piège de Thucydide, c'est que les deux puissances majeures, celles qui seraient installées et celles qui seraient en devenir, sont inexorablement entraînées par la guerre, moins parce qu'elles le souhaitent d'ailleurs, que parce que paradoxalement, il y a tous les événements qui pourraient paraître anecdotiques d'habitude, prennent une importance démesurée dans une montée d'une rivalité qui les amène à la guerre. C'est ça le piège de Thucydide. Et en réalité, Graham Allison est en train d'étudier la rivalité des États-Unis et de la Chine à travers ce concept. Et ça, j'avoue que c'est assez passionnant et assez intéressant. Pour que ça marche, il faut d'ailleurs qu'il y ait une vraie remise en cause, d'une part, de la puissance établie, qu'elle commence à être en déclin, et il faut d'autre part que la puissance qui monte très très vite, ce qui amène une déstabilisation de la puissance en place, et ce qui va amener normalement à une réorganisation de l'ordre mondial. Donc on voit bien potentiellement l'hypothèse d'une guerre telle qu'elle pourrait se présenter. Mais si on regarde la situation d'aujourd'hui, ou du moins la situation dont on a hérité après la guerre froide, on a eu presque 50 ans de guerre froide et une superpuissance, les États-Unis, qui est devenue complètement hégémonique avec la chute de l'URSS, qui a été même qualifiée d'hyperpuissance par Hubert Védrine, le ministre des Affaires étrangères françaises, et ça c'était dans les années 90. Toute puissance des États-Unis, on a du mal à penser qu'elle a été contestée ou qu'elle est contestée par une puissance émergente comme la Chine. On le voit encore avec des mesures de rétention commerciale. Les États-Unis s'affirment comme la puissance qui dicte le jeu. C'est très juste, et vous avez raison d'évoquer Hubert Védrine, dont on peut considérer que c'est quand même l'un des observateurs les plus fins et les plus remarquables dans les relations internationales en France. Il a écrit d'ailleurs un certain nombre d'ouvrages et fait beaucoup d'analyses. Par contre, on pourrait avoir tendance à considérer que la grille de lecture telle qu'on est en train de l'évoquer est assez passéiste et qu'elle est encore prégnante en Occident, mais qu'elle est en réalité plus du tout corrélée au monde tel que nous le vivons. C'est assez intéressant d'ailleurs, si vous m'autorisez Olivier, que d'évoquer le premier chapitre de l'ouvrage de Graham Allison. Je trouve que c'est là où il est le plus convaincant, parce que là, en 50 pages, il décline la totalité des chiffres. Alors, c'est un peu fastidieux, on ne va pas tous les évoquer pour dire comment les choses, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir la montée en puissance de la Chine, d'abord, globalement dans ces dimensions. C'est incroyable. On peut citer quelques chiffres quand même, mais il faut savoir qu'au début des années 2000, globalement, le PIB de la Chine était à peine la moitié de celui des États-Unis. En 2019, on pense que le PIB chinois sera 20% supérieur à celui des États-Unis. Pour ce qui est de la production automobile, qui est le produit phare aux États-Unis, la Chine est non seulement le premier producteur aujourd'hui, mais c'est même le premier consommateur ou le premier client. On considère qu'en Chine, aujourd'hui, il y a plus de 15 à 16 à 17 millions, selon les années, de véhicules qui sont vendus. En fait, quand on regarde la Chine aujourd'hui, on se rend compte que la Chine est non seulement le premier producteur mondial en acier, en aluminium, en automobile, en ordinateur. Certaines années, 50% des ordinateurs sont produits en Chine. Mais ce qui est encore plus incroyable, surtout quand on pense à la façon dont Kissinger décrit Pékin lors de sa fameuse visite en 1972, c'est qu'aujourd'hui la Chine est même le premier consommateur, y compris de produits comme les produits de luxe. Donc en fait, Graham Allison, c'est assez savoureux comme passage, décrit la réaction de ses étudiants à Harvard à qui il montre les chiffres
Il pose la question de savoir, à votre avis, dans combien de temps la Chine dépassera les États-Unis sur tel produit et tel produit? Donc les étudiants d'Harvard se mettent dans la prospective, et en réalité, non, en fait, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas depuis 2 ou 3 ans. Et il est obligé d'étayer ces chiffres, car ces étudiants américains qui ont baigné dans la période où les États-Unis ont dominé le monde refusent de croire qu'aujourd'hui la Chine est déjà sur une balance commerciale qui est nettement supérieure à celle des États-Unis. Et c'est assez intéressant, Olivier, parce que certains auteurs, en particulier en France, avaient déjà senti ça. Moi, je pense à un ouvrage qui s'appelle « Après l'Empire » d'Emmanuel Todd, dont l'objet principal, c'est un ouvrage qui avait été écrit en 2001, était de déjà de mettre en avant le déclin des États-Unis d'Amérique. Et beaucoup considéraient que c'était excessif. On rappelle qu'Emmanuel Todd avait déjà anticipé la chute de l'Union soviétique en 1976. Et dans le 3e chapitre d'Après l'Empire, ce qui était assez interpellant, c'est que justement, il faisait une comparaison de la balance commerciale. Or, dès le début des années 2000, les États-Unis avaient structurellement une balance commerciale déficitaire avec la Chine. Et on était globalement autour de 90 milliards de dollars. Aujourd'hui, Olivier, on est plus proche des 360 ou 400 milliards de dollars dans l'année, ce qui est un chiffre incroyable. Et en fait, pour faire court, même si on pourrait multiplier les exemples, ce qui est assez incroyable, c'est que la Chine non seulement est en train de dépasser les États-Unis en termes de production, en termes d'emmagasinement des capitaux, en termes de construction de voies ferrées, de réseaux routiers, en termes d'investissement, avec la fameuse route de la soie, dont on peut d'ores et déjà dire qu'elle atteint des sommets qui sont plusieurs fois supérieurs au fameux plan Marshall à la fin des années 40. Et donc, en fait, la Chine est non seulement une puissance économique qui a dépassé les États-Unis, mais si on considère que son budget militaire est de 170 milliards de dollars aujourd'hui, alors certes encore loin des États-Unis, 600 milliards, mais on se rend bien compte qu'il y a une montée en puissance de la Chine, et surtout à une vitesse qui n'a connu aucun équivalent. Et Graham Allison a raison d'insister, me semble-t-il, là, parce que c'est la révolution amenée par Deng Xiaoping à la fin des années 70, début des années 80. C'est un virage radical sur l'économie en Chine, où la Chine reste politiquement, officiellement communiste, mais elle a basculé sur un capitalisme, notamment au niveau international. Et là, en plus, ça se fait à une vitesse qui est considérable. Et ça, dans l'explication du piège de Thucydide, c'est très important, car bien sûr, la puissance en place se sent d'autant plus menacée que c'est fait à grande échelle et que c'est fait très rapidement. Donc là, on a une rivalité qui s'installe, et d'ailleurs, on le voit bien quand même quand on regarde un peu l'actualité, en mer de Chine, dans toutes les régions et les mers qui sont limitrophes à la Chine, on voit bien qu'il y a des zones de friction entre flotte américaine, flotte chinoise, et intérêts américains et intérêts chinois, qui sont quand même très très importantes. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a une dizaine d'années, Jean-Loup Saman avait écrit un ouvrage aux collections Vendémiaire qui consistait à savoir si la menace chinoise, c'était le titre, était une invention du Patagone. Aujourd'hui, on n'en est plus là. La Chine est véritablement une puissance établie. La question, c'est de savoir qu'est-ce que la Chine va faire de cette puissance. Alors, on peut partir du constat qu'on est dans une situation avec des acteurs équivalentes à celle de Sparte et d'Athènes. Sparte serait les États-Unis et la démocratie athénienne, ce serait la Chine. Rien à voir avec les enjeux politiques derrière, évidemment, mais la puissance montante qui contesterait l'hégémonie américaine, c'est la puissance chinoise. Donc on serait dans cette situation équivalente. Le piège de Thucydide, c'est que ça entraîne la guerre, on est d'accord. Est-ce que c'est pas un peu court, ou ça risquerait pas d'être un peu court, que de dire cette situation qui s'est produite au 5e siècle avant Jésus-Christ conduit à la guerre, donc aujourd'hui ça amènerait à la guerre? Est-ce qu'il y a d'autres cas historiques qui sont évoqués par Allison? Alors c'est ça qui est passionnant, parce qu'en fait il a réuni un groupe d'études à Harvard. Donc là je réinsiste sur le fait quand même qu'on a affaire aux États-Unis à l'une des universités les plus prestigieuses sur la géopolitique ou les relations internationales. Et ce groupe d'études ou ce groupe de recherche a identifié 16 cas dans lesquels, de leur point de vue, on se retrouve dans une situation plus ou moins analogue au piège de Thucydide, qui devient donc là un vocable qui dépasse de loin la confrontation entre Sparte et Athènes. Si vous me permettez, Olivier, je reviens juste un instant sur les propos précédents pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. On n'assimile pas les États-Unis à la Sparte militaire ou la Chine à la démocratie athénienne. On assimile plutôt les États-Unis à la Sparte installée et la Chine en tant que puissance émergente qui concurrencerait. C'est très important parce que, alors, il y a 16 cas. Et il y a un facteur anxiogène supplémentaire, c'est que Allison dit clairement que sur les 16 cas, il y en a 12 dans lesquels on arrive à la guerre. Donc c'est là où c'est quand même pas totalement rassurant. Alors sur les 16 cas, pour faire simple, on a d'abord la rivalité. La première, ça aurait été la rivalité entre l'Espagne et le Portugal sur les accès maritimes, et notamment au moment où ils se projettent sur l'Amérique du Sud. Après, on a des exemples plus classiques avec l'Empire des Habsbourg,
à 3 reprises avec l'Empire ottoman, la France ou le Royaume-Uni. Puis on a la France, puissance installée, fin 18e, début 19e, la Révolution, Napoléon qui cherche à contrôler l'Europe. Puis on a l'émergence de l'Allemagne. Ça, c'est des exemples plus classiques. Les 2 derniers me laissant un peu plus, si vous me permettez, juste une impression personnelle, dubitatif, parce qu'on aurait la guerre froide, je pense que c'est un cas particulier, et puis surtout on aurait l'hégémonie de l'économie allemande au sein de l'Union européenne. Là, je trouve que vraiment, la comparaison me paraît plus difficile à justifier. Par contre, il y a un cas qui est très intéressant, c'est 14. Et ça, on y reviendra peut-être dans la conclusion de nos propos. Il y a beaucoup de géopoliticiens qui font attention à cette situation, parce qu'en fait, ils considèrent qu'on serait vraiment dans une situation similaire à celle du Royaume-Uni de 14, les États-Unis, puissance maritime, puissance installée, puissance économique, et puis l'Allemagne impériale de 14. Alors là aussi, pas tellement pour comparer les systèmes politiques, mais parce que l'Allemagne de 14, finalement, était très très jeune, puisqu'elle était née le 18 janvier 1871, après la réunification des États allemands. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à revenir sur une de nos séances précédentes où on avait expliqué l'histoire très particulière de l'Allemagne en géopolitique, où ces 45 États s'étaient réunis à Versailles le 18 janvier 1871. Ça devient donc un empire. Et en fait, finalement, l'empire allemand est constitué à la fin du 19e siècle, une fois que toutes les puissances coloniales sont ancrées sur leurs empires respectifs, une fois que tout l'ordre mondial est installé entre la Russie, la France et le Royaume-Uni. Et ce qui explique beaucoup le déclenchement de la guerre en 14, c'est le fait que l'Allemagne, qui est en train de devenir la 2e puissance industrielle, qui est en train d'avoir une Welt politique, une politique mondiale, qui a la prétention de construire une flotte qui rivalise celle des Britanniques, l'Allemagne est frustrée de ne pas avoir sa place, j'ai envie de dire, au soleil, si vous me permettez cette expression, ou reconnue dans le monde. Il y a une sorte d'appétence ou de volonté d'absolument montrer que maintenant l'Allemagne est incontournable dans le contexte international. Et là, c'est très intéressant parce que j'ai le sentiment que s'il y a vraiment quelque chose qui existe en Chine aujourd'hui, c'est ça. La Chine refuse aujourd'hui un ordre mondial qui, comme vous l'avez évoqué, date de 1945, les institutions de l'ONU, le Conseil de sécurité, le FMI, l'ensemble des organisations internationales. Et d'ailleurs, quand les Américains ont refusé les réformes internationales dans lesquelles eux seuls ont le droit de veto, je pense au niveau économique, les Chinois se sont empressés de créer leurs propres organisations dans lesquelles ils cherchaient à attirer à eux, en finançant ou en prêtant, d'autres pays. Donc en fait, il y a une appétence de la Chine, et je crois pouvoir dire qu'elle est renforcée par un peu l'humiliation quand même de la première partie du XXe siècle. Olivier, ça on ne le rappellera jamais assez en Occident. On avait eu l'opportunité de le dire aussi dans certaines de nos séances précédentes, la révolte des Boxers en 1900, la guerre civile, le fait que la Chine a été humiliée par des traités inégaux, 19e siècle, qu'un certain nombre de ses territoires a été occupés indûment par les puissances occidentales. Et non seulement il y a ce facteur-là, mais en plus pour les Chinois, il n'y a pas le fait d'être une puissance émergente, il y a le fait de revenir à la puissance telle qu'ils pensent qu'elle est légitime, ce qui veut dire qu'en fait, la Chine a une vraie appétence de leur dire « nous sommes un pays historiquement installé, qui a été la première puissance au monde, d'1,4 milliard d'habitants, et donc il est temps maintenant qu'on nous reconnaisse à notre juste valeur, y compris d'ailleurs dans la dimension culturelle et le soft power ». C'est là, à mon sens, où effectivement la comparaison est la plus judicieuse, même si on va se rendre compte par la suite qu'il y a quand même un certain nombre, Dieu merci, d'ailleurs Allison le dit, on n'amène pas forcément à la guerre, il y a différents scénarios, mais en plus, à mon sens, il y a d'autres éléments qu'il est important de prendre en considération. 12 scénarios sur les 16, vous l'avez dit, entraînent ou amènent à la guerre. C'est terriblement anxiogène. Le titre de l'ouvrage l'est aussi, puisque c'est vers la guerre. Mais est-ce qu'on peut envisager d'autres types de scénarios à l'avenir, puisque nous sommes partis du passé, pour essayer de nous projeter devant? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a au moins 3 scénarios qui sont assez différents. Alors évidemment, en plus, là, nos auditeurs ne nous en voudront pas, on est en pleine prospective, mais on va essayer de se baser aussi un petit peu dans l'exercice précédent pour pouvoir se projeter. Je crois qu'il y a 3 différents scénarios tels qu'il est possible de les dessiner. Il ne faut jamais oublier que traditionnellement, la Chine n'a quand même jusqu'à présent jamais été une puissance de conquête impérialiste ou militariste, en tout cas en dehors de sa périphérie immédiate, telle que les Européens ont pu l'être. Et donc on peut quand même légitimement s'interroger sur le fait de savoir s'il est opportun de prêter aux Chinois aujourd'hui, ou à la puissance chinoise aujourd'hui, la démarche européenne telle que l'avait l'Allemagne de 14 par exemple. Donc on pourrait imaginer qu'il y a là une posture politique, certes,
de volonté d'être reconnu, certes, mais qui s'inscrirait plus dans une démarche économique ou culturelle ou soft power. Ça me semble être un premier scénario. Il y a un deuxième scénario, d'ailleurs, Olivier, qui me paraît important, c'est tout simplement la réémergence d'une guerre froide. Et qui, comme son nom l'indique, si c'est une guerre froide, n'aboutirait pas à une guerre concrète. Alors, Allison l'évoque dans ses conclusions, parce qu'il met 12 clés dans ses chapitres de conclusion. Mais là, on est un peu frustré parce qu'on aurait souhaité qu'il aille un peu plus loin, surtout par rapport à ses connaissances et ses capacités, parce qu'on voit bien que s'il y a guerre froide, par définition, il n'y aurait pas une guerre ou un affrontement direct, et donc on ne serait pas dans l'hypothèse d'une guerre, même si on était dans l'hypothèse d'une tension. Ce serait d'autant plus intéressant à souligner que les deux États, Olivier, États-Unis d'Amérique et Chine, pourraient paradoxalement avoir intérêt à monter en guerre froide, parce que ça leur permettrait plus, non pas de s'affronter, mais de légitimer leur autorité sur la partie du monde qu'ils prétendent dominer. Ce qu'on oublie trop souvent sur la guerre froide telle qu'on l'entend de façon classique entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, globalement de la fin des années 40 au début des années 90, c'est qu'il n'y a jamais eu d'affrontement direct entre les Américains et les Soviétiques, et que notamment à partir de 60, après la crise des missiles de Cuba, ça servait plus, c'était plus instrumentalisé par les Américains d'une part et par les Soviétiques d'autre part, pour justifier leur mainmise sur leur propre camp. En fait, on a ce que j'appelle une stratégie de l'épouvantail, on a un adversaire identifié, et donc on a une légitimité qui permet de contrôler sa sphère. Donc en fait, on pourrait voir là un effet induit qui nous sortirait d'une guerre classique, donc ça fait au moins deux autres scénarios. Et si vous me permettez d'enchaîner, c'est là où on aurait voulu aller un peu plus loin. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'hypothèses qui ne sont pas assez évoquées, dont on ne tient pas assez compte d'une part, et un certain nombre d'acteurs dont on ne tient pas assez compte. Les hypothèses qui ne sont pas évoquées sont quelles seraient les résurgences ou les conséquences de l'évolution des sociétés en interne sur le postulat des États-Unis et de la Chine dans les relations internationales. Alors, c'est assez amusant de voir que Graham Allison, américain, insiste sur le fait que la Chine pourrait être déstabilisée le cas échéant par le fait que par sa montée en puissance d'une classe moyenne d'une part et de la technologie d'autre part, il y aurait de plus en plus de Chinois qui aspiraient à la démocratie, ce qui pourrait déstabiliser le pouvoir politique en place en Chine. Bon. On pourrait d'ailleurs faire remarquer que, à contrario, ça pourrait plutôt amener le pouvoir en place à créer une guerre pour maintenir le pouvoir. Mais alors, ce qui est assez interpellant, c'est que par contre, il n'y a pas du tout d'analyse sur l'évolution de la société américaine sur les 20 ou 25 prochaines années. Et les étudiants ont, je crois, l'habitude de m'entendre dire, j'appelle ça en ce qui me concerne la tentation Monroe, parce que c'est un jeu de mots entre James Monroe, le 5e président des États-Unis, qui a fait la doctrine Monroe, et bien sûr l'actrice Marilyn Monroe. Ce que j'appelle la tentation Monroe, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que le taux de natalité, suivant les différentes communautés aux États-Unis, est très différent, et que tout le monde sait à peu près, et c'est reconnu aux États-Unis, que d'ici 25 ou 30 ans, il va y avoir un tel différentiel entre ce qu'on appelle les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, les Afro-Américains et les Latinos, que, Olivier, je demande à nos auditeurs de nous entendre, d'ici globalement 2045-2050, les Latinos et catholiques aux États-Unis devraient représenter 60% de la population. Donc le défi majeur pour les Américains va consister à savoir si on va pouvoir réussir en transition démocratique à faire en sorte que les WASP, qui pourtant sur 45 présidents en ont eu 43, vont être capables de laisser en partie le pouvoir alors qu'ils l'ont monopolisé depuis 1776. Et donc on pourrait se retrouver dans une situation, ça aussi c'est un autre scénario, où les États-Unis se coupent du monde, facilités qu'ils le sont par leur géographie, géopolitique, la politique d'un État réside dans sa géographie, Napoléon, et le fait de dire, finalement, nous, on se retire. Et d'autres États ont fait ça par le passé. Ça aussi, c'est un autre cas. Ça, je trouve qu'il n'est pas assez anticipé. Et puis alors, pour conclure peut-être nos propos, il y a quand même des pays ou des zones dont on ne parle pratiquement pas dans cet ouvrage. Quid de l'influence du Proche et du Moyen-Orient quand même, excusez du peu, l'Iran, l'Inde, quand même 1 milliard d'habitants, dont on sait que d'ici 20 à 30 ans, ça devrait être la nouvelle première puissance démographique, ce qui veut dire qu'en même temps, Olivier, que pour la première fois depuis 500 ans, la première puissance géopolitique ne serait plus occidentale ni anglo-saxonne puisqu'elle serait chinoise, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la première puissance démographique ne serait plus la Chine mais l'Inde. Sans oublier que bien sûr, il y a tous les enjeux par rapport à l'Afrique, et notamment là aussi l'évolution démographique. Donc ce que je trouve qui est un peu difficile, c'est que là, il n'est pas certain qu'on reste sur un monde bipolaire, mais qu'on serait plutôt sur un monde multipolaire, avec en plus, grâce à l'évolution des technologies et des réseaux sociaux, une capacité à communiquer et être en interaction
qui rend peut-être le scénario lié ou limité à Sparte et Athènes pas si évident que ça. En tout cas, l'ouvrage de Allison a un intérêt majeur, me semble-t-il, c'est qu'il montre bien la prédominance et la montée en puissance de la Chine, et qui montre bien qu'il va y avoir plusieurs acteurs d'ici les 20 ou 30 prochaines années qui vont devoir être amenés à réfléchir à l'instauration d'un ordre international nouveau. Ça, effectivement, ça paraît incontournable. Je vous remercie Fabrice et j'invite nos étudiants ou nos auditeurs à réfléchir sur les différents scénarios que nous avons proposés, que vous leur avez proposés pour la grille de lecture de demain. Merci beaucoup à vous, Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.